Alors, le secret maçonnique, il y en a, on va dire qu'il y en a 3. Le premier secret maçonnique, c'est... Bonjour Cru, je m'appelle Vincent, j'ai 36 ans et je viens vous parler de franc-maçonnerie. C'est une vaste question. Alors, être franc-maçon, c'est d'abord avoir été initié. On n'est pas franc-maçon, on est reconnu comme tel par les autres. Et c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été initiées, qui ont connu le même processus, la même cérémonie, qui te disent bah voilà, maintenant tu es des nôtres. C'est ça en fait, un franc-maçon, c'est un initié. Après, en quoi ça consiste? Bah concrètement, c'est 2 réunions par mois. Le contenu des tenues des réunions, en fait, il y a un frère ou une sœur qui va proposer un sujet. Dire voilà, moi j'aimerais parler de ça. Il présente ce qu'on appelle une planche, qui est un petit travail comme un exposé qui fait 8 à 10 minutes, pas plus parce qu'après c'est chiant. En vrai ça peut être long et ça peut être relou. Mais du coup cette personne ne sera pas interrompue. Voilà, vraiment on l'écoute jusqu'au bout. Et ensuite, les personnes qui le souhaitent pourront intervenir. Tiens, t'as parlé de ça, ça me fait penser à ça. On peut même aller plus loin et dire ça. Voilà, c'est juste une contribution, très apaisée. On ne peut parler qu'une fois. Donc tu as intérêt à bien réfléchir à ce que tu vas dire avant de prendre la parole. Et tu attends qu'on te donne la parole. Donc ce qui fait qu'il n'y a jamais 2 personnes qui vont parler en même temps. Et surtout, il n'y a pas de conclusion. On va pas dire « et donc, ceci, point final ». Non. Enfin, on évoque un sujet qui nous plaît. Et ensuite, bah, chacun apporte un truc. Et c'est tout. Et après, chacun, individuellement, va en retirer ce qu'il veut. La franc-maçonnerie, c'est ça, c'est des caractéristiques. C'est un travail individuel qu'on fait à plusieurs. Et c'est à peu près tout en fait. Après, le travail que tu vas faire sur toi au fil du temps peut avoir une influence sur ta façon d'être, ton rapport aux autres, ton rapport à toi-même, ton rapport au monde. Et finalement, être franc-maçon, c'est quelque chose qui est aussi qu'on est tout le temps. Voilà. On peut pas être plus précis que ça, parce qu'en vrai, être franc-maçon, c'est pas autre chose que ça finalement. J'avais 26 ans quand on m'en a parlé. J'étais bénévole dans une association. Et c'est un de mes copains de la sauce quoi, qui m'en a parlé en fait. Il m'a dit tiens, je viens de rentrer chez les francs-maçons et je pense que ça pourrait te plaire. Voilà. Avant ça, j'avais jamais réfléchi à la question du tout, je sais même pas vraiment ce que c'était en fait. Hein. J'ai pas d'a priori négatif non plus d'ailleurs, puisque vraiment je savais pas ce que c'était, hormis les couvertures des magazines hebdomadaires qu'on connaît bien. Avant, il faut expliquer un peu les termes, parce qu'on va les utiliser régulièrement. En gros, il y a les obédiences et les loges. Les obédiences, c'est comme les fédérations en sport, tu vois, et qui va regrouper des loges. Les loges, c'est comme un club, en fait. Voilà, c'est comme ton club de foot du coin, comme le PSG, comme ce que tu veux, c'est exactement la même chose. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour rentrer en franc-maçonnerie, il y a 2 façons. Soit tu connais quelqu'un qui te parraine, soit tu connais personne, et en gros, tu vas sur le site internet de l'obédience qui t'intéresse, et tu dis voilà, tu as un formulaire qui existe, hein, et tu dis voilà, bonjour, je m'appelle Nana, je souhaite être, ça m'intéresse, voilà. Ils vont t'orienter vers un club un peu au hasard, enfin toi tu décides pas si tu veux. Et si tu connais quelqu'un, si tu es parrainé, bah spontanément il va te prendre dans son club à lui, dans sa loge à lui. Voilà, la différence c'est ça. Une obédience c'est plusieurs milliers de personnes, et une loge c'est en général une quarantaine de personnes à peu près. Le premier contact que tu as avec la franc-maçonnerie, quand tu fais une démarche en fait pour y rentrer, c'est le président, qu'on appelle le vénérable maître, hein, c'est le terme usuel, qui est élu, je précise, en fait c'est quelqu'un qui est élu pour 1 an et 3 fois d'affilée maximum. Et donc cette personne, homme ou femme, va te recevoir, alors je sais pas, dans un café, chez lui, chez toi, peu importe, pour discuter. Pourquoi t'es là, qu'est-ce qui t'a... Enfin, à ton avis, qu'est-ce qu'on fait nous en franc-maçonnerie? Évidemment, j'en savais rien du tout. Et en fait, de cet entretien, il y a 3 issues possibles. La première, c'est de dire, bah écoute, ce que tu cherches, en tout cas ta démarche et ce qu'on propose, ça match, on va continuer. Soit il te dit, bon, en fait, ce que tu cherches et ce qu'on propose, c'est pas exactement ça, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais t'orienter vers une autre obédience, qui, elle, a une approche qui te correspondra plus. Ou alors de dire, non mais mec, laisse tomber, t'es pas encore prêt, ou t'es pas encore mûr pour le truc, ou non, en fait, tu te plantes complètement. Et ensuite, le processus de recrutement, le vrai, a commencé. Donc comment se passe-t-il? Tu rédiges un CV de motivation. Alors CV, c'est pas pour te jauger sur ton pédigré,
Hein, l'idée, c'est pas de dire on prend que des gens qui ont un niveau de diplôme ou est-ce qu'il a un métier qui nous intéresse, hein, pas du tout. C'est vraiment voilà, pour avoir une idée de ton parcours, ni plus ni moins. Ça va être lu lors d'une réunion. Et ensuite, il y a un premier vote pour dire, bon bah voilà, au vu de ce que cette personne dit, est-ce que on veut aller plus loin avec lui? Donc les gars votent, les frères ou sœurs votent. Et toi, de ton côté, en tant que, on appelle ça un impétrant en fait, quand tu veux rentrer en franc-maçonnerie, tu es un impétrant. Et là, tu as 3 personnes, donc 3 membres de la loge, qui vont te contacter pour te faire ce qu'on appelle une enquête. Le mot est pas très bien choisi, puisqu'en fait on t'enquête pas, on va pas fouiller tes poubelles, regarder ton courrier ou tes feuilles d'impôt, pas du tout. Simplement, ils viennent te poser des questions, dire voilà, pour savoir qui tu es en fait, je sais pas, à quoi tu t'intéresses, en termes artistiques, en termes de conviction, en termes de ce que tu veux, ton rapport à la spiritualité, au matérialisme, tes passions, enfin vraiment tout quoi. Ces 3 personnes vont rédiger un rapport d'enquête, en gros ils vont dire voilà, voici comment ça s'est passé, voici ce qu'on a dit, et à la fin ils donnent un avis, pour dire voilà, bah, au vu de tout ça, on pense que ce serait, je pense que ce serait une belle recrue quoi. Et ensuite, les frères qui sont présents vont voter pour dire bah voilà, au vu de ces enquêtes, est-ce qu'on le prend oui ou non? Personne ne sait, à part toi et le vénérable maître, qui sont les enquêteurs. Et là, donc il y a un vote, et si ce vote est positif, eh bien, tu vas passer sous le bandeau. Qu'est-ce que ça veut dire passer sous le bandeau? En gros, tu es dans une salle d'attente à côté, pendant qu'ils font tous ces votes-là, et on vient te chercher, avec un bandeau sur les yeux. C'est pas une privation de sens ou quoi que ce soit, c'est plutôt pour que tu te concentres sur tes réponses. On t'amène dans la salle, et là on va te poser des questions. Chacun pose des questions qu'il veut, il n'y a pas de script, hein, c'est vraiment très naturel. Savoir qui tu es, et est-ce que tu as envie de venir, et qu'est-ce que tu peux nous apporter, et qu'est-ce que tu penses que la franc-maçonnerie t'apportera. Une fois que c'est fait, tu sors, enfin on te conduit à la sortie, parce que tu as toujours ton bandeau, tu rentres chez toi, et là tu as un dernier vote qui a lieu, donc vraiment dans la foulée, et en gros les présents ils votent est-ce que oui ou non on va l'initier. Voilà. Si ce vote est positif, eh bien on te convoque une fois prochaine et pour ta cérémonie d'initiation, et c'est parti. Entre le moment où on t'en parle et le moment où tu vas être initié, c'est 6 bons mois qui vont s'écouler. Donc du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc tu es apprenti, compagnon, puis maître. Quand on est apprenti, c'est-à-dire quand on rentre en maçonnerie, on n'a pas le droit de parler. On est tenu au silence. Et ce silence, c'est super important. Parce que d'abord, ça m'a appris à fermer un peu ma gueule. Ce qui, clairement, m'a pas fait de mal. Et surtout de comprendre que mon avis n'est pas fondamentalement important, ou surtout nécessaire pour que les choses avancent et que les idées avancent. C'est pas que j'ai rien d'intéressant à dire, mais que, in fine, il y a 10 personnes qui ont pris la parole sur ce sujet. Alors moi, j'étais là à trépigner, dire putain, j'aimerais bien dire ça, 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 ça. Et puis, au final, il y a eu d'autres interventions qui peut-être, de façon parcellaire, ont évoqué ce que j'aurais voulu évoquer, peut-être pas, mais qui m'ont quand même apporté des choses. Et du coup, ça fait beaucoup réfléchir à ça. Et dans l'usage de la parole, de parler moins et de parler mieux aussi. Ça, c'est un petit stigmate, on va dire, que je peux avoir une concrétisation réelle de ma démarche maçonnique dans ma vie de tous les jours, c'est ça. Tu as effectivement donc une initiation qui est une cérémonie dont je vais pas révéler le contenu, sachant qu'il se passe rien de... Enfin, on ne fout pas à poil et on sait pas des trucs bizarres, hein, donc il n'y a pas non plus de crainte à avoir sur le contenu. On dit que c'est secret, mais en vrai, tu vas à la Fnac, tu as des rayons entiers qui vont te décrire par le menu en quoi consistent les cérémonies en question. Donc, si tu veux, la partie secrète, elle est très relative. Mais en tout cas, moi, en tant que franc-maçon, je ne pourrais pas dire tiens, nos cérémonies, il y a ça dedans. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de sociétés dans le monde, je veux dire, dans telle tribu, je ne sais où. Les jeunes hommes partaient dans la forêt et puis devaient revenir avec une proie, tout seul, et qu'en gros, quand ils revenaient, t'avais les autres hommes de la tribu qui le reconnaissaient, ça y est, maintenant, tu es un homme, tu es un adulte. Voilà. Donc c'est quelque chose, en fait, finalement, qui existe depuis toujours dans beaucoup de sociétés. Et qui d'ailleurs, alors là c'est une opinion très personnelle qui n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, mais je pense que c'est quelque chose qui manque dans la société aujourd'hui, une forme de rite de passage, alors pas d'aller chasser un truc, hein, mais en tout cas qui te fait dire, ça y est, maintenant tu appartiens au collectif, tu appartiens à la nation française par exemple, voilà. Peut-être que le service militaire le faisait, peut-être pas, mais il y a certainement des choses, et je pense qu'il manque vraiment d'avoir un truc qui fait que voilà, on a traversé quelque chose qui est commun à nous tous. Que tu sois, peu importe ton âge,
peu importe qui tu es et qui je suis, toi franc-maçon, moi franc-maçon, on a ce truc-là en commun. Alors, le secret maçonnique, il y en a, on va dire qu'il y en a 3. Le premier secret maçonnique, c'est de ne pas dévoiler quelqu'un. On peut se dévoiler à titre individuel, dire je suis franc-maçon, pas de problème. Je suis en train de le faire à visage découvert et il n'y a pas de souci. En revanche, je ne peux pas dire ah bah il y a lui là, monsieur machin ou madame bidule, appartient à la franc-maçonnerie. Ça en revanche c'est interdit. La deuxième chose, c'est le secret, on va dire, du rituel. Il est secret, c'est-à-dire qu'en fait on ne le révèle pas à des gens qui sont ce qu'on appelle les profanes, donc profanes non maçons. Mais de la même façon, en franc-maçonnerie, il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Quand tu es d'un grade donné, les frères ou les sœurs du grade supérieur ne pourront pas te dire ce qu'il y a à leur niveau. Donc même au sein de la franc-maçonnerie, il y a aussi une forme de secret. Mais encore une fois, c'est pour pas spoiler en fait, c'est uniquement ça. Après, le vrai secret finalement, maçonnique, c'est en gros ton cheminement intérieur. Comment tu vis ça et comment ça te, on va dire, ça te transforme, mais en tout cas ça te fait évoluer. Ça c'est un truc qui est très intime finalement, et sur lesquels parfois on n'arrive pas à mettre de mots. Au fond, le secret maçonnique, c'est celui-ci. Mais il n'y a pas de grand secret maçonnique du genre, je sais pas, le trésor des Atlantes, ou des recettes pour la pierre philosophale, ou ce genre de trucs. Enfin, ça, voilà. Donc, si tu cherchais ça, désolé. Voilà. Les rencontres, on appelle ça des tenues. Il y en a 2 par mois. D'ailleurs, le temps que ça prend d'être franc-maçon, c'est ça, c'est 2 réunions par mois en soirée, plutôt en semaine. Donc les tenues ont lieu dans ce qu'on appelle un temple. Voilà. Un temple, c'est une pièce fermée, ni plus ni moins, qui est toujours aménagée de la même façon où que tu sois dans le monde. Vous pouvez les voir sur internet, il y a des tas de visites guidées sur YouTube, sur ce que vous voulez. Il y a aussi les journées du patrimoine, toutes les obédiences ouvrent leurs portes et vous pouvez voir des temples en vrai. Donc franchement, c'est très facile d'aller voir à quoi ça ressemble. D'ailleurs, les lieux de rencontre sont sur Google Maps, hein, donc pour dire qu'il n'y a rien de secret là-dedans. Et c'est pas une blague. Hein. Donc vraiment, tout est connu. Alors, d'abord, il faut être habillé sobrement, c'est-à-dire en costume sombre. En gros, pas un truc pétant, pas de motif, pas de couleur. En vrai, c'était assez libre. Moi, par exemple, là, tu vois, j'ai un jean brut indigo, et ça m'est déjà arrivé de me pointer comme ça avec un blazer, et ça se passait très bien, on m'a pas foutu dehors. Après, tu viens pas en basket, tu viens pas en hoodie avec une capuche. Ensuite, on a des gants blancs, parce que on travaille, et donc quand on travaille, on met des gants, voilà. Et on a un tablier. Voilà, un tablier parce qu'on estime que, bah, encore une fois, tu travailles et du coup ça te protège des éclats de pierre, parce qu'en fait tu tailles ta pierre, tu vois, et du coup quand tu vas tailler comme ça avec ton maillet et ton ciseau, tu as des petits éclats, c'est très symbolique encore une fois, et du coup ce tablier va te permettre de te protéger de ça. Mais surtout, c'est aussi une référence aux bâtisseurs des cathédrales qui sont en fait les francs-maçons opératifs, ceux qui ont précédé en fait les francs-maçons spéculatifs que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est un peu un hommage à ça aussi. Voilà. Bah déjà, quel est le coût de la franc-maçonnerie? Parce qu'en fait, c'est un coût qui est, alors par an, d'environ 330 €. C'est une cotisation en fait, hein, rien d'autre. Comme dans n'importe quelle association de type loi 1901. Il y en a tant qui va à tel truc, tant qui va à tel truc, tant qui va à tel truc. Les comptes sont publiés tous les ans. Donc il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Et la loge est libre, donc pareil c'est un vote, hein, parce que c'est très démocratique, ça c'est un truc qui se vote tous les ans, de dire bah voilà, est-ce que à cette part obligatoire, eh bien on rajoute un petit quelque chose pour nous, notre loge, notre petit club de 40 bonhommes, pour avoir un petit pécule, pour organiser un événement, ou, et c'est beaucoup plus fréquent, pour venir en aide à quelqu'un. C'est pas l'entraide du genre je vais te faire sauter tes PV, ça n'existe pas, ça n'existe plus nulle part d'ailleurs. Mais par contre, voilà, ben écoute, là je galère un petit peu, ma cotisation je pourrais pas la payer. Ben, peut-être qu'avec cette cotisation-là, collective, eh ben on va pouvoir te payer ta cotisation ou la moitié de celle-ci. Parce qu'il n'y a pas de raison que pour des raisons financières tu puisses pas être franc-maçon, tu vois. Ce serait injuste. Les francs-maçons sont des gens du commun et qu'en vrai, y a pas, c'est pas un truc de milliardaire, quoi, hein, pas du tout. Dans ma loge par exemple, tu as du fonctionnaire, on a un serrurier, on a un kiné, enfin ouais, des gens du commun, je ne sais pas comment le dire autrement, et donc il n'y a pas de rapport d'argent entre nous. Moi j'ai mis l'idée en fait d'avoir un rendez-vous régulier qui ponctue un peu la vie,
dans lesquels, on va dire, t'as un peu un espace-temps qui est délimité, au sens, on se coupe un peu du tumulte du monde, pour dire voilà, on se pose, on réfléchit, et t'as une petite cérémonie pour te mettre dans le bain, te mettre dans l'ambiance, pour t'enjailler un petit peu, tu vois, parce qu'on vit dans un monde, on est très sollicité, où tout va très vite, on n'a pas forcément le temps de réfléchir, même pour soi-même. Et du coup, ça m'a permis d'avoir ce temps-là, en fait. Ça m'a apporté ça. C'est un espace-temps, c'est des rencontres aussi. Alors, pas des rencontres, encore une fois, fructueuses en termes d'amélioration de mon quotidien, pas du tout. Ça l'empire pas non plus, ceci dit. Mais voilà, qui me permettent de faire autre chose et de voir d'autres personnes de façon un peu différente. C'est comme quand tu fais de l'associatif ou que tu fais d'autres choses, finalement, même quand tu fais du sport dans un club. Il y a aussi cet aspect-là que tu recherches un petit peu en général. Bah là, c'est pas pareil en fait. J'ai rencontré des gens épatants, vraiment, très variés. Déjà, ce sont des gens que je n'aurais pas rencontrés dans ma vie. Ce sont des gens très très variés, mais qui m'ont tous apporté quelque chose. J'ai pas forcément d'affinité avec tout le monde, parce que c'est normal, mais la fraternité, puisque c'est une fraternité, fait qu'on n'a pas d'animosité et qu'il y a un lien malgré tout très fort qui va se créer entre les gens. Après, en toute franchise, en dehors, j'en vois quasiment pas. Parce que d'abord, rien nous y oblige, d'une part, et parce que j'aime bien aussi que ce soit vraiment les gens que je vois à ce moment-là. Bah, le plus gros stéréotype, ça va être justement sur l'influence sur l'ordre du monde. C'est-à-dire qu'en fait, les francs-maçons, ils se réunissent, tu vois, et ils vont influencer la politique, ils vont influencer l'ordre des choses. En toute franchise, notamment par le passé, la Troisième République par exemple, les francs-maçons étaient assez présents. Alors pas présents, comment dire, dans les institutions, mais les travaux qui se faisaient en loge servaient d'espace de discussion, puisque les loges, si tu veux, réunissent tout le monde. D'ailleurs, la création de la franc-maçonnerie, ce sont des gens qui, à la base, n'avaient pas le droit de se réunir, qui l'ont fait. C'est-à-dire des nobles, des bourgeois, des roturiers, des ouvriers, des artisans. Et voilà, c'est ça en fait la franc-maçonnerie spéculative, comme on l'appelle, ça part de ça. Ça a aussi permis d'atténuer les guerres de religion, parce qu'il y avait des protestants, des catholiques aussi, qui ont pu discuter tranquillement sans qu'il leur arrive des bricoles. Et du coup, comme ça réunit des gens très divers, ça permet une discussion forcément plus riche, et du coup qui va être peut-être aussi plus proche de l'état réel de la société. Et du coup, il y a eu des discussions en loge qui sont parties peut-être d'une personne, peut-être de deux, peut-être de 10, et après qui ont essaimé, mais sur un temps long. Par exemple, l'IVG, ce genre de choses, ce sont des choses qui ont été discutées en franc-maçonnerie. Aujourd'hui, je sais qu'en dans des loges, par exemple, on parle beaucoup de transhumanisme, parce qu'on estime que c'est un sujet qui est très intéressant, parce que c'est dans l'art du temps, mais il n'y a pas d'agenda politique pour dire on veut absolument, je sais pas, que les gens se fassent, tu sais, injecter des nanomachines. Non, pas du tout. Mais par contre, de réfléchir à ça, parce que c'est un sujet philosophique, c'est un truc intéressant, et qu'on va faire. Voilà. Non, non, d'abord parce qu'on est tout le monde. Enfin, les francs-maçons sont des gens du commun, encore une fois. Enfin, c'est toi, c'est moi, c'est ton boulanger, ton facteur, quoi. Donc, partant de là, on peut pas se sentir supérieur à qui que ce soit. Et puis surtout, la franc-maçonnerie ne te donne pas accès à une connaissance supérieure. Il n'y a pas des secrets où tu pourrais te dire, ah mais moi je sais, tu vois. Moi je connais les secrets du monde, pendant que toi non. Ou moi j'ai accès à quelque chose qui me permet de, je sais pas, d'avoir plus de fric ou plus de pouvoir. Pas du tout. Après, si ça te rend supérieur, bah, c'est que de base, n'importe quelle appartenance à un truc un peu différent t'aurait rendu comme ça. Mais ça, tu le retrouves partout. Enfin, je veux dire, moi je connais des gens qui sont dans le milieu associatif ou dans le milieu politique et qui se sentent investis d'une mission, tu vois. Et ça les rend mais imbitables au possible. Mais ça, c'est un sentiment humain, mais qui est pas que la franc-maçonnerie n'encourage pas, ne produit pas, ou en tout cas pas plus que n'importe quelle organisation autre qui te fait sortir de ton quotidien. Ouais. Voilà. Dans ma loge, encore une fois, et c'est le cas dans la plupart des loges en France, il n'y a pas de gens connus qui sont là. Donc clairement, si on y vient pour faire du trafic d'influence, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et c'est un délit, soit dit en passant, clairement, faut, voilà, c'est, y a pas. Qu'il y ait des personnes influentes qui soient en franc-maçonnerie, ça oui, mais les deux sont pas corrélés, comme tu peux avoir des hommes politiques qui jouent au rugby et qui créent une rugby connection, mais c'est pas pour autant que le rugby est un vecteur de pouvoir, enfin tu vois, ce sont deux choses différentes, et c'est pareil pour la franc-maçonnerie finalement. Après, il existe un truc que je n'aime pas, en toute franchise, qu'on appelle les fraternels, qui vont regrouper des francs-maçons,
en se basant sur leur appartenance à une catégorie professionnelle. Les agents immobiliers, les conseillères bancaires. Ça existe. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas, parce que la franc-maçonnerie, c'est pas ça du tout. Après, libre à chacun de se réunir comme il le veut, on a droit une liberté d'association en France, et on peut très bien créer le club des agents immobiliers francs-maçons, c'est une liberté qu'il y a. Ce ne sont pas les obédiences qui vont créer en leur sein des structures pour réunir tout ça. Et si c'est le cas, franchement, je pense qu'elles devraient les interdire, en tout cas en leur sein, parce que la franc-maçonnerie, c'est pas ça du tout, quoi. Voilà. Après, j'ai eu l'occasion d'aller à l'étranger, notamment en Afrique de l'Ouest, où là, il y a un rapport un peu différent à la franc-maçonnerie, où effectivement, il y a un côté, beaucoup d'hommes importants, d'État, d'hommes d'affaires en font partie, et se retrouvent un peu, il y a une connivence qui se crée, c'est vrai. En France, je l'ai vu aussi, alors pas tant dans ma loge parisienne, mais plutôt, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs années hors de Paris, et j'étais un peu surpris parce que il y avait ce côté un peu les notables du coin qui étaient francs-maçons. Alors ils sont pas francs-maçons parce qu'ils sont notables, hein, c'est pas forcément de rapport. Mais dans les faits, c'est ce qui s'était passé. Il n'y avait pas que ça bien sûr, mais il y avait, je sais pas, le commissaire de police à la retraite, il y avait telle autre personne qui bossait aux impôts, etc. Du coup, on peut s'imaginer que peut-être parfois, à certains endroits, lors de certains repas d'après-tenue, il y a pu y avoir des discussions pas très maçonniques où c'était ah bah tiens, je bosse sur tel projet, est-ce que ça t'intéresse? Ah bah tiens, on voudrait construire tel truc. Voilà, après encore une fois, ce sont des êtres humains et avec tous les travers qui vont avec. Mais la maçonnerie n'organise pas ça, ne l'encourage absolument pas. Voilà. J'avoue, franchement, elle est géniale celle-là. Et à mon grand regret, non. Voilà. Non, non, on n'apprend pas à faire léviter des petites cuillères par la pensée, ou on n'a pas des pouvoirs de Jedi pour faire penser des trucs aux gens. Il n'y a pas non plus de, puisqu'on en parle, de rituels chelous du genre, c'est boire du sang de vierge ou égorger des poulets, tout ça non plus. Non, en toute franchise, je peux pas le prouver, à part que je suis un franc-maçon du commun, lambda, on va dire, et j'ai répondu aux questions des gens sans filtre qu'on m'a posé via Cru. Et s'il y a d'autres questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. On peut pas dire mieux que ça, malheureusement. Mais ceci dit, quand même, un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est que, en gros, il y a des obédiences qui vont être uniquement masculines, d'autres uniquement féminines, et depuis longtemps, hein, c'est pas un truc qui apparaît depuis 2010, hein, c'est depuis bien plus longtemps que ça, et des mixtes. En revanche, là où ça me dérange, c'est que les droits de visite ne sont pas réciproques. Un franc-maçon qui appartient à l'obédience A peut aller se rendre à une tenue d'une obédience B, il a le droit, pour voir comment ça se passe ailleurs, est-ce que le rituel est différent, etc. Voilà, il n'y a aucun problème. Avec des nuances, c'est que entre les obédiences féminines, accordent le droit à des hommes, donc d'autres obédiences, de leur rendre visite pour assister à leurs travaux, et la réciproque n'est pas vraie partout. Or, elle devrait l'être, ou alors, les obédiences devraient dire à leurs effectifs uniquement masculins, puisque nous, on refuse le droit aux femmes, aux sœurs de nous rendre visite, et vous n'aurez pas non plus le droit de leur rendre visite. Donc pour moi, c'est ou tout l'un ou tout l'autre en fait. Évidemment, je suis pour le fait qu'il y ait une réciprocité là-dedans. Mais voilà, le truc qui me dérange, c'est qu'il n'y ait pas de réciprocité des visites dans toutes les obédiences. Ça, c'est un truc que je trouve complètement con. En revanche, je ne suis pas du tout contre le fait qu'il y ait du que masculin, du que féminin et du que mixte, parce que moi, il y en a pour tous les goûts en fait. Voilà. Non, non, moi j'aime bien faire des caisses parce que franchement c'est tellement drôle. Quand les mecs ils parlent de sacrifice humain, de je sais pas quoi, c'est tellement grotesque que c'en est drôle. Et de toute façon, ce sont des personnes dont on n'arrivera pas qu'on n'arrivera pas à faire changer d'avis. Tu peux avoir un mec qui se dit les francs-maçons, de toute façon c'est les maîtres du monde qui décident de tout en secret, qui en plus c'est un truc héréditaire et ils font des cérémonies bizarres. Ce mec-là, cette personne-là, tu pourrais la faire discuter avec n'importe qui. Tu pourrais l'emmener dans une tenue. Normalement, on ne met pas des profanes en tenue, mais allez, on fait une exception pour lui pour que vraiment il voit ce qui se passe, tu vois. À vraiment montrer, mais tout par transparence totale, il dira à la fin ouais, mais votre truc, je pense qu'il y a encore des choses secrètes derrière. Donc en fait, comme tu peux pas gagner contre ce genre de discours. Ça fait surtout preuve plutôt d'un manque d'ouverture et du fait qu'il prend trop de choses. Et voilà, et que sur internet, on trouve de tout, n'importe quoi, y compris et surtout n'importe quoi.
Donc voilà, un peu. Malheureusement, je pense pas qu'on puisse lutter contre ça en vrai. Mais malgré tout, il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites pour être encore une fois ouvert sur tout, c'est-à-dire aussi bien la part des obédiences, la part des francs-maçons comme moi, comme d'autres. Voilà, mais ça suffira jamais, et c'est comme ça. Voilà. Un dernier mot, j'espère que ça a répondu à vos questions. S'il y a d'autres questions, mettez-les en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Si vous vous interrogez, vous pouvez aussi donc lire La franc-maçonnerie pour les nuls ou le que sais-je qui sont vraiment très bien faits. Il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Franc-maçon, qui est faite par un frère donc anonyme, mais qui est vraiment très bien. Il fait des lives sur Instagram, il fait plein de trucs, et c'est vraiment très vulgarisé, c'est super cool. Il répond vraiment à des questions, notamment le satanisme, alors est-ce qu'il y en a ou pas, et ça dure genre 7 minutes, et franchement il y a tout ce qu'il faut, tout. Donc c'est pas mal. Vous pouvez toujours aussi aller voir les événements publics, car il y en a beaucoup, des conférences sur plein de trucs, avec d'ailleurs parfois des francs-maçons et parfois des non-maçons qui viennent intervenir sur plein de sujets. Tout est indiqué sur internet, sur les sites des obédiences. Voilà, allez voir, tout est ouvert. Et puis si ça vous intéresse, vous pouvez toujours encore une fois demander à être initié. N'importe qui peut le demander en fait, ça c'est un truc très important. Et puis vous verrez où ça vous mène. Et voilà. Est-ce que j'ai Une insulte déjà préférée? Est-ce que j'ai- J'ai fait du sexe.